Bonjour, je m'appelle Moon et je vous souhaite la bienvenue dans cette chaîne YouTube nommée System Deal. À l'origine, System Deal était une émission de radio diffusée localement dans une célèbre région où il n'y a que des vaches et des forêts. Officier dans cette émission, Moon et Maloy. Donc Moon c'est moi et Maloy c'est une autre personne, un malotru. Nous nous permettions à peu près tout, mais surtout n'importe quoi. Je vous invite à écouter les extraits d'émissions sur notre chaîne YouTube System Deal, donc celle-ci. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les youtubeurs sous-cotés. Et celui dont je vais vous parler, c'est Xavier Louis des Isara. Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Louis de Isara, je suis directeur de recherche à l'Université de Limoges. Bonjour, je me présente, je m'appelle Xavier Louis de Isara, je suis coach en séduction rapide. Alors, bonjour à tous. Je suis bouleversé là parce qu'on vient d'enterrer un ami, ou du moins ce qu'il en reste. C'était vraiment pas beau à voir, hein, vraiment pas beau du tout. Hein. Barque. Voilà, c'était un intellectuel qui avait écrit plusieurs thèses sur la xénophobie et le racisme. Avant de vous expliquer comment gagner au loto, je vous montre ici le lieu qui m'inspire. C'est ici que j'ai trouvé la méthode pour gagner au loto, pour gagner le gros lot au loto. Le terroriste est face à vous. Kalachnikov au poing. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon, vous lui mettez les deux doigts dans le nez, par réflexe, il baissera la tête, vous lui donnez un coup derrière, vous terminez par l'uppercut, il se retrouve par terre, et là, vous avez sur vous un rouleau de scotch, vous l'attachez, vous appelez la police et vous le livrez directement. Pas la peine de lui donner le coup de pied, ça sert à rien. La police s'en chargera. Alors, il y a deux théories qui s'opposent entre ceux qui croient que la Terre est une sphère, ce sont les globulistes. Ils sont très nombreux, hein, mais ce n'est pas parce ce sont les plus nombreux qu'ils ont raison. Et puis ceux qui la croient plate, ce sont les platistes. Alors, la Terre, la question est là, est-elle plate, oui ou non? Aujourd'hui, je vais tout vous révéler, je vais tout balancer, preuve à l'appui. Voici la méthode. Premièrement, vous lui demandez l'heure. Deuxièmement, en fonction de sa nationalité, vous allez lui offrir ce qui symbolise le plus sa culture. Par exemple, si vous tombez sur une Française, eh bien, pendant qu'elle vous donne l'heure, eh bien, vous allez lui déposer dans la main ce qu'elle aime, c'est-à-dire du pain, du vin ou une boulette de fromage. Et enfin, troisièmement, vous lui caressez la tête, doucement, légèrement. Si vous tombez sur une arabe, si vous voulez séduire une arabe, là vous lui offrez loukoum, date ou semoule. Alors, concernant la semoule, bon, ça... mes élèves me demandent souvent quel type de semoule il faut choisir. Bon, moi je choisis personnellement plutôt du grain moyen, c'est plus pratique. Cette solution, je l'ai trouvée vraiment par hasard, en analysant objectivement ce qui se passait avec les perdants. Pourquoi les gens perdaient au loto? Est-ce qu'il existe une solution pour gagner au loto? Eh bien, ma réponse est oui. Ma réponse est venue d'un constat tout simple. J'ai remarqué que tous les perdants, mais sans exception, avaient perdu tout simplement parce qu'ils avaient coché les mauvais numéros. Donc, j'en ai conclu que pour gagner, eh bien, il suffisait de cocher les bons numéros. Voilà, c'est aussi simple que cela. Oui, mon voisin, c'est un antisémite. Voilà. Un salaud. Voilà. Parce qu'il passe son temps à me faire chier. Il me fait chier. La semaine dernière encore il m'a embouti mon vélo. Il écrase mon vélo alors que donc là c'était plus fort que moi, je l'ai traité d'antisémite. Et là il me dit mais t'es pas juif. Je dis non, je suis pas juif, mais je pourrais l'être. Alors Notre-Dame de Paris n'a jamais été autant visible depuis qu'on ne voit plus sa charpente et sa flèche qui se sont effondrées dans les flammes. Le 15 avril 2019, vers 18h30. En fait, ce qui a disparu, mais c'est Notre-Dame, c'est la Notre-Dame physique, matérielle. C'est du bois qui est parti en fumée, rien d'autre.
La Notre-Dame spirituelle, celle chantée par les poètes, celle louée par les religieux, celle qui a été pensée par les architectes du Moyen-Âge, celle élevée au ciel par Victor Hugo, celle-là, elle existera toujours. Pour moi, c'est plus que clair, Xavier Louis de Izara est un youtubeur sous-coté. Poil aux neurones, la chaîne YouTube de Xavier Louis de Izara est exceptionnelle. Les vidéos sont drôles, pertinentes, provocatrices. Elles nous permettent de réfléchir sur cette société où plus rien ne va. Pourtant, tout va bien. J'ai découvert Xavier Louis de Izara il y a quelques années déjà. Pour une fois, de manière aléatoire, YouTube m'a proposé une vidéo de qualité. Un tuto pour neutraliser les terroristes. J'avoue m'être fait avoir la première fois que j'ai vu la vidéo. On a fait la rencontre de Xavier Louis. C'est un gars qui donne des conseils, il nous apprend comment neutraliser un terroriste. Regardez bien, c'est une vidéo que j'ai vue, je vous jure, j'ai dû la voir 100 fois ce week-end. Regardez bien, le gars est lunaire, il est très premier degré et il est persuadé que vraiment ses conseils sont les bons. Vous les avez vus cette vidéo? Je l'ai retweetée, elle est folle. Regardez. À la fin, je commençais quand même à me poser des questions en me disant ce n'est pas possible qu'il soit premier degré. En déroulant les informations, je me suis rendu compte que la vidéo était classée dans la catégorie humour. Sa volonté était le trolling de compétition. Ne demandez pas à un humoriste de vous dire que sa blague était une blague. Son concept est simple. Critiquer la société de manière absurde et laisser croire aux gens qui le pensaient con qu'il était con. Il y a quelque temps, Xavier Louis a cependant décidé d'expliquer sa démarche humoristique et le contenu second degré de ses vidéos. Vous allez comprendre pourquoi dans l'interview qui va suivre. Mon compère Maloy a pu longuement s'entretenir avec Xavier Louis et vous allez entendre cette interview dans son intégralité. Vous allez découvrir une personne sensible, drôle, intelligente. Maloy et moi remercions encore chaleureusement Xavier Louis de Izara et si vous ne connaissez pas encore ses vidéos, nous vous invitons à aller le découvrir. N'oubliez pas de ne pas liker la chaîne et de ne pas vous abonner. Merci à vous. Un grand plaisir d'accueillir par téléphone Xavier Louis des Izara. Bonjour Xavier Louis. Bonjour. Alors je peux peut-être te prénommer Xavier, Xavier Louis, c'est quoi? Xavier. Voilà, Xavier Louis, on va dire que c'est mon prénom de scène. Alors je m'amuse même avec ça parce que j'ai deux prénoms, c'est Xavier Louis, voilà, Ouais. mais il n'y a pas de tiret. Et donc, je dis que mon nom de scène, c'est Xavier Louis avec un tiret. Mais sauf qu'à l'oral, on ne voit pas de différence. On va garder Xavier. Et de Izara, ça sonne quand même bien. C'est basque, non? Oui, voilà, hein, ça veut dire étoile. Ouais. Une étoile montante du YouTubeage? Oui, peut-être, j'en sais rien. Hein. Moi, je fais en fait en fonction de ce que j'aime. Voilà, c'est tout, hein, sans trop de prétention finalement. Hein. Alors, on parlait de YouTube. La première question, comment tu as eu l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Il y a pas mal de gens qui font des vidéos sur ce média social, que ce soit des tutos qui ne servent à rien ou des tutos qui soient très utiles, comme réparer par exemple une chasse d'eau, ce qui est plutôt pas mal. Il y a énormément de vides sur YouTube, que ce soit un vide culturel comme un vide intellectuel. Comment toi finalement tu t'es décidé à apporter un vide humoristique et philosophique sur YouTube? L'idée, le précepte de départ, Xavier. Ah oui, alors j'ai pas eu de projet bien précis parce que je vis un peu au jour le jour. Disons que moi j'ai toujours aimé faire rire, mais un rire sérieux, jouer le bouffon en fait, hein, le bouffon dans le sens où apporter quelque chose aux autres, par la moquerie par exemple, hein, voilà. Alors j'ai fait vers mes, je devais avoir 35-40 ans, j'ai amené mes enfants au théâtre. Et puis là, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas moi aussi du théâtre? Donc j'ai écrit mes sketchs, et j'ai fait quelques one-man shows dans mon village, aux alentours. Voilà, et puis tout doucement, j'ai été amené à approfondir un petit peu le sujet. Ensuite, j'ai créé une chaîne, un forum sur forum littéraire sur Yahoo.
où là, il y avait de la polémique, etc. Ça me plaisait énormément. Alors, je suis tombé un jour sur un bouquin qui est pas mal, c'est L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, où là, on peut démontrer tout et n'importe quoi. Alors, ça, c'est extraordinaire, ça m'amuse énormément de démontrer tout et n'importe quoi. Et puis après, il y a eu l'avènement de YouTube, me dit, mais pourquoi moi, j'en ferais pas? C'est beaucoup plus intéressant que de faire un spectacle, parce que quand on fait un spectacle, bon, il faut faire de la publicité, il faut ramener des gens, etc. Moi, je ramenais 200 à 300 personnes par spectacle, mais c'est pas beaucoup par rapport à YouTube. Là, YouTube, je fais un sketch, je le mets en ligne, bon, 2 heures après, j'ai 1000, 2000 vues. C'est-à-dire 2000 spectateurs, c'est extraordinaire. Oui, Voilà. ça permet de toucher tout le monde et personne, en tout cas d'avoir en même temps un anonymat et une célébrité qui reste virtuelle, on est bien conscient de ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas la célébrité que je cherche. La célébrité, je m'en fiche un peu. Hein. Non, c'est diffuser en fait des idées. Plus que des idées, en fait, ce sont même des interrogations qui me concernent moi. Ok. Voilà, c'est j'ai des interrogations qui sont, on va dire, je vais dire essentielles. Hein, bon, et donc j'ai pas la réponse. Alors je m'amuse avec ça, quoi. Je pose la question aux autres, mais en fait je me la pose à moi-même. Omniscient et en même temps tu diffuses et tu partages l'information. Voilà, c'est ça. Et YouTube, enfin, c'est pas YouTube, c'est Internet. C'est un outil, mais alors extraordinaire, extraordinaire. Il faut vraiment foncer avec ça, quoi. Ouais, c'est merveilleux. On peut toucher tout le monde. C'est clair. À n'importe quel niveau. Je parle pas en France, hein, au niveau international. À quand tes vidéos en basque? Non, en anglais, ce sera en anglais. Mais en anglais, je suis pas très fort, hein, mais ça fait rien, parce que il suffit de lire, c'est tout. Hein. Ouais, bien sûr, c'est clair. Alors, voilà. Interview préparée avec mon ami Moon, que je remercie, qui m'a fait te découvrir. C'est l'une des plus belles surprises de cette année 2019. Il y a des questions un peu plus évoluées que d'autres, et il y a des questions un peu plus passe-partout, mais qui sont quand même utiles, comme la suivante. Tes humoristes préférés, parce que tu as quand même un sens de l'absurde assez aiguisé, ça fait penser parfois au niveau de la répartie à du De Vos, et sinon il faut un petit peu partir vers l'Angleterre, hein, les grands humoristes anglais et ce flegme particulier. Tes humoristes vraiment préférés de l'ancienne génération et de la génération actuelle, s'il y en a qui te font rire aujourd'hui? C'est un peu plus difficile aujourd'hui de rire. En fait, j'ai très très peu de culture concernant les humoristes. Macron, non, il te fait rire? Oui, c'est ça qui est génial. Si, il y en a quelques-uns qui me font rire, mais c'est, on va dire, bon, il y a eu Coluche, bon, ça m'a fait énormément rire. Il y a actuellement Blanche Cardin, mais que j'ai découvert il y a 2 mois, 3 mois. Ouais. Parce que quand je poste une vidéo, il y en a beaucoup qui me disent, tiens, c'est du Blanche Cardin ou du De Vos, etc. Donc je me renseigne. Bon, De Vos, je connais, hein. Mais sinon, il y a Alphonse Allais, les Shadocks. Alors les Shadocks, j'adorais parce qu'il y a le côté absurde. Voilà, les humains qui tournent. On sait pas à quoi ça sert. C'est absurde. Ça me plaît énormément. Il y a Ionesco, la cantatrice chauve. Et là, moi, je ris, mais à en pleurer, quoi. Hein, là, on est dans le théâtre absurde, Beckett, Ionesco, ce genre de gars. C'est ça. Tartarin de Tarascon. Alors, c'est pareil. C'est se moquer en fait des gens. Mais c'est se moquer de soi-même en fait. Hein. Bien sûr, c'est pas méchamment. Ma moquerie, elle est jamais méchante. C'est-à-dire que tu te regardes. Bouvard et Pécuchet aussi. Alors là, extraordinaire. De guignols qui se rencontrent et puis qui ont de grands projets, etc. Rabelais, voilà. Alors après, il y a autre chose, c'est que finalement, ce qui m'amuse le plus, les humoristes qui m'épatent, c'est l'homme de la rue, celui que je rencontre tous les jours. Voilà. Bon, par exemple, hier, c'était ma boulangère. Bon, je sais pas, cette interview va passer dans quoi, mais faut pas qu'elle l'écoute. Eh bien, ça va être sur une chaîne YouTube qui s'appelle Pain et Boulangerie. Non, je rigole. Ah bah, c'est bon, ça, oui. Alors,
Je la vois, elle a une forte clientèle. Bon, alors c'est à partir de 6h30 du matin, elle bosse. Ah ouais, bah, c'est un boulot. Elle reçoit des clients jusque tard le soir. Bon, elle est toujours dans sa boulangerie, elle a toujours le sourire, toujours le bon mot, le Ouais. bon mot humoristique, etc. Je me dis, mais sur des conneries, hein, surtout, hein, c'est ça qui est intéressant. Et alors elle me fait énormément rire, mais le côté absurde. Mm. Parce qu'elle-même, elle est devenue esclave de sa boulangerie. Et comme elle a beaucoup de clients, donc elle embauche aussi des esclaves qui eux aussi tournent comme elle. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Mm. Alors ça c'est une humoriste qui est inconnue, hein, bien sûr, hein, Ouais. mais qui me fait beaucoup rire. Hein, voilà, hein, ma boulangère. Voilà. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, puisqu'on est parti sur des humoristes plus ou moins célèbres que tu aimerais, et toi tu nous ramènes aux gens de la rue avec toujours Xavier en miroir dans le rétroviseur. Finalement, tu te moques de toi-même. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Parce qu'évidemment, moi, quand je la vois en train de faire son business dans la boulangerie, elle a l'air très connue. Je veux dire, on a l'impression qu'elle connaît elle connaît vraiment son domaine à fond. Mm. Hein, elle sait rendre la monnaie, elle sait comment faire. Elle a le bon mot pour trouver le papier qu'il faut. Quand c'est 2 ou 3 croissants ou 4, elle connaît la grosseur. C'est un truc de fou. Ça me rend complètement cinglé, ça. Hein. Et après, je me dis, mais en fait, moi, je suis pas mieux qu'elle. Hein. Alors, Tu vois? ouais, c'est clair. Alors, t'as un ça. style décalé, un mode troller de compétition. Le mot troll, ça te parle, j'imagine, hein, vraiment foutre le bordel un petit Oui. peu, troller une situation, troller un contexte. C'est ta façon, à toi, Xavier, d'apporter de l'ironie, voire du cynisme, ce qui est un peu plus grave comme terme, au regard d'un monde où plus grand-chose n'est rationnel. Notre-Dame de Paris, par exemple, un des derniers exemples. Oui, ben moi, c'est un peu un cri de désespoir que j'ai hein, quand je fais mes vidéos, mon humour. Hein, je suis un peu perturbé par ce qui se passe, tu vois, parce que j'ai pas de réponse. Mm. J'ai pas de réponse, et puis on est dans un monde quand même, oui, qui est pas rationnel, mais qui est méchant aussi. Hein. Alors ça, tu sais, chacun essaye de dominer l'autre sous toute. Alors pour moi, c'est aussi une sorte de vengeance. C'est pas tellement une vengeance, mais aussi une revanche. Tu sais, du petit face au grand. T'as le grand qui est sûr de lui. Et puis qui va diminuer le petit. Alors moi, ça m'amuse de les troller, ces gars-là. Ouais, c'est clair. Sachant que... Moi, j'ai fait une vidéo, par exemple, sur la Terre plate, Ouais. où j'ai énormément de vues, et il y a des gens qui, du haut de leur connaissance, me disent « Mais t'es un con, tu connais pas la gravité ?» Bon, et moi, je rigole parce que je dis « Le con, c'est toi, en fait. Hein, c'est toi qui m'insultes. » Alors, Tu comprends? Et oui, troller c'est clair. des gens comme ça, mais ça me rend fou parce que c'est une revanche que j'ai. Il y a un truc vraiment exceptionnel sur tes vidéos, en dehors du talent et du génie qui est reconnu par plein de gens, dont mon ami Moon, moi, et les centaines et centaines de commentaires et de youtubeurs qui commentent. C'est en fait qu'il y a énormément de gens qui, en fait, te prennent au premier degré. Et ce sont des gens qui vont argumenter pendant des heures et des heures, avec tout de même à chaque fois des personnes lucides et intelligentes qui vont dire non mais attendez les gars, Xavier c'est du second voire du millième degré. Il y a quand même des cons et des abrutis qui te prennent au mot dans tes vidéos. Ça c'est exceptionnel quoi. Ah mais ça c'est incroyable. Tu sais sur la Terre plate. La Terre plate actuellement je suis à 4600 pouces négatifs et 4600 pouces positifs. Mais c'est un truc de fou. Mais ils voient pas que je déconne. Alors que c'est énorme. Ouais, c'est Parce énorme. que je parle de la terre, notre terre nourricière qui perd ses eaux, tu sais. Ouais. L'image est parfaite. Oui, ça, elle perd ses eaux. Puis alors il y a tous les océans qui s'évacuent dans le cosmos. Et puis avec mes papiers de la Sécu. Et je pleure pour mes papiers de la Sécu. Ouais. Et ils voient pas ça. Mais c'est fou. C'est fou. C'est clair. Mais non, mais alors le problème, c'est que ces gens-là, tu les rencontres dans la rue tous les jours, ils ont des postes à responsabilité. Non, mais c'est un truc. Alors ça me fait énormément plaisir. Alors pour moi, cette vidéo là sur la Terre plate, c'est l'une des mieux réussies. Oui, c'est clair.
Mais Ah oui. c'est aussi l'une des mieux réussies par rapport au retour, par rapport au feedback de tous ces gens qui n'ont rien compris, d'une certaine façon. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a des- Et à tel point que tu sais qu'il y a un... Bon, j'en ai parlé sur ma chaîne, mais il y a un type qui était le patron de ma femme, Ouais. qui l'a pris au premier degré, qui m'a pris pour un fou, donc au premier degré, donc Ouais. il m'a diffamé, il Ouais. m'a dit que j'étais un malade mental, Ouais. donc il a licencié ma femme, Ouais, je me souviens. et comme on était famille d'accueil, il a retiré une petite fille qui nous était confiée. Ouais. Alors tout ça, je l'ai vu, entendu sur ta chaîne YouTube, et j'aurai des questions à te poser sur Ok, sur d'accord, la mais sur ça la c'est terrible, ouais. sur- D'accord, on en sur- parlera parce que c'est important. ouais, sur la petite Maria, parce que tu as fait quelques vidéos à ce sujet, et ce sont dans ces vidéos-là un peu moins humoristiques, où je te sens plus fragile que d'habitude. Donc on va en parler. Oui. On va Oui, en oui. parler D'accord. dans un petit moment. Qu'est-ce que tu regrettes de notre société 20 ans en arrière, toi qui es en retraite maintenant et qui a quand même une certaine forme de sagesse cachée derrière ton humour? Oui, je ne regrette rien du tout. Moi, je regarde devant, en fait. Je regarde 20 ans en avant, 100 ans en avant, 1000 ans en avant. Voilà, je regarde l'évolution de l'humanité. En fait, c'est ça qui me passionne. Hein. Mm. C'est savoir... on découvre en ce moment des tas de choses dans tous les domaines. Il y a la connaissance, elle progresse à une vitesse astronomique. Hein, c'est le cas de le dire, parce que là, on parle de... Voilà. Et moi, ce que je vois, c'est bientôt. Le monde dans lequel on vit, c'est quoi? Tu vois, il y a que ça qui m'intéresse. Pour moi, tous les gens, si tu veux, qui ne se posent pas cette question, sont des ânes. Moi-même, je suis un âne. Hein, je suis un âne, mais un âne un petit peu quand même. Je me pose au moins cette question. Qu'est-ce que je fous ici, quoi? Ouais, Voilà. ouais. Tu vois, et donc je regarde en avant. Internet, c'est quoi? Il y a 30 ans, c'est tout. Ouais. Maintenant, tout le monde peut, ça j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, hein, tout le monde peut partager sa connaissance et en bénéficier aussi, bénéficier de la connaissance des autres. Mais c'est incroyable, incroyable. Tout le monde peut être savant Alors, dans tous les domaines. il y a une richesse folle. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour définir un peu l'impact d'Internet, mais il faut aussi insister sur la profondeur de la bêtise, du vide que le virtuel peut créer, que ce soit au niveau des rencontres, les sites de rencontres, ou au niveau des avis, que ce soit les gens qui ne comprennent pas tes vidéos, simplement, ou le fascisme, le nazisme, ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un puits sans fond de connaissances et de conneries. C'est-à-dire c'est à l'image de l'humanité. C'est l'humanité Internet, en fait. Et tu vois, quand je fais mes vidéos, en fait, moi, je sers à ça. J'ai cette impression, c'est-à-dire que quand je parle de la Terre plate, c'est super parce que les gens qui gobent cette histoire de Terre plate, ils sont confrontés à leurs bêtises. Et ça me plaît parce que ça permet de les élever, de les éveiller finalement. Et de montrer que Internet c'est bien, oui, mais attention, parce qu'il y a des conneries. Et c'est même... Quand on est sur YouTube, ce qui est mon cas, bon, c'est le dernier réseau social que je me tolère, puisqu'en fait, je trouve qu'Internet est devenu de plus en plus anxiogène. C'est la dernière application que j'ai sur mon téléphone, grâce à des gens comme toi ou à Dieudo, à des polémistes, on les appelle polémistes, mais que ce soit Soral, tout ça. Donc moi, je suis abonné à quelques chaînes YouTube pour rester quand même lumineux dans un monde d'obscurantisme certain. Mais c'est vrai que quand on est sur YouTube et quand on ne fait pas le tri, on est vraiment happé par 98% de conneries quotidiennes. Oui, alors il faut faire très très attention, ne pas cliquer sur n'importe quelle vidéo qui nous attire. Voilà. Et alors là, moi, je fais très très attention, très très attention. Bah, il faut. Ouais. Oui. Tu viens de faire une vidéo justement sur YouTube, sur ta chaîne, sur les conneries de beaucoup de vidéos. Oui, mais attends, excuse, parce que je me souviens même plus de ce que j'ai posté. Bon, ça doit être la vidéo de la semaine dernière où dans laquelle justement tu disais qu'il y a énormément de bêtises partout. Oui, sur Internet. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que les gens se nourrissent de vide. Tu parlais d'Anouna, de ce genre de choses. Ouais, c'est ça. C'est dingue. C'est ça. Mais attention, quand on dit les gens, mais nous aussi on est comme ça, parce qu'on est toujours attiré par le mesquin, le petit, tu comprends alors qu'on devrait toujours être attiré par le grand, par le sublime.
On doit toujours être attiré par ça, tout le temps. Mais malheureusement, on est dans la vie de tous les jours. Bon, ben, on est happé par le quotidien, par les futilités finalement. Alors, Ah oui, oui, oui. on en a parlé tout à l'heure. En quelques mots, on va rentrer dans le détail maintenant. L'enlèvement, le terme est peut-être fort ou pas, c'est à toi de le définir, de la petite Maria. Oui. Est-ce que ça t'a touché au point de vouloir tout arrêter, et peut-être que tu peux rappeler ce qui est arrivé à Maria? Ah voilà, oui, alors on commençait à en parler un petit peu tout à l'heure. Alors voilà, j'ai un crétin, moi je l'appelle le crétin du Limousin. Alors, je vais pas donner son nom, on va l'appeler Monsieur Machin. Ouais. Bon, qui visionne mes vidéos. Bon, il prend ça au premier degré. Il se dit, oh là là, celui-là, c'est un cinglé. Donc comme on était famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on accueille des enfants, tu sais, autrefois on appelait ça la DAS. Voilà, des enfants qui sont en difficulté, qui, bon, pour raison X ou Y, qui sont confiés dans des familles. Donc on avait accueilli, nous on avait une petite Maria. Et là, donc ce type voit mes vidéos, il dit bon, c'est un fou. Donc il nous convoque. Je lui explique non, c'est de l'humour. Lui il dit non, je ne vois pas du tout d'humour puisque ça n'a aucun sens, c'est absurde ce que vous racontez. Par exemple. Vous dites que vous allez capturer un terroriste dans une bouteille de lait, or sa tête elle est beaucoup trop grosse, est-ce que vous vous en rendez compte? Je dis oui. C'est tragique, mais il y a de l'humour même dans la tragédie. Oui, non mais c'est terrible. Ouais. Alors il dit bon, donc il a fait un rapport administratif où il explique que je suis complètement incohérent et que je suis malade mental, que ma femme, elle en tant que famille d'accueil, eh bien, elle n'a pas vu que j'étais fou, donc il faut la licencier et surtout retirer la petite, qui nous était confiée. Elle avait 1 an quand on nous l'a confiée, et quand ils l'ont reprise, elle avait 5 ans. C'est-à-dire que, voilà ce qu'il a fait, il m'a diffamé. Ça, je m'en fous, ça m'amuse, parce qu'être diffamé par un con, c'est extraordinaire. Oui. C'est une chance. Et ensuite, il a licencié ma femme, donc il perd son boulot, etc. C'est un truc incroyable. Oui. Et puis, il retire une petite qui était, mais particulièrement épanouie chez nous. On a des témoignages de beaucoup de personnes, voilà. Et donc là, depuis qu'elle est partie, ça fait 2 ans, elle change de famille d'accueil tous les 6 mois en moyenne. Parce qu'elle n'est pas épanouie chez ces gens-là. Oui, parce que oui, alors qu'avec nous, elle était très très bien. Bon voilà, alors il nous traite de racistes, etc. Parce que maintenant, bon, on est raciste pour un oui, pour un non. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il suffit de manger des nouilles et puis de savoir que, par exemple, que Hitler mangeait des nouilles, donc on est raciste. Voilà. Oui, c'est le fameux chantage au racisme ou à l'antisémitisme. C'est exactement ça que Dieudonné subit. Voilà, il n'y a pas que lui, tout le monde. Voilà, tout le monde. Voilà. Et donc, alors, je sais plus. Où est-ce que ça m'a touché? Oui, ça m'a touché parce que moi, en réalité, ce qui me choque le plus dans le monde, c'est la souffrance. Voilà, c'est la souffrance, et notamment la souffrance des enfants. La souffrance de tous les êtres souffrants, des êtres vivants, les animaux notamment, les êtres fragiles. Je ne supporte pas ça. Et là, les enfants, je vois dans la rue une petite fille ou un petit garçon, déjà, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, voilà, il va traverser la vie, il va souffrir, etc. Jusqu'à la mort, ce sera que ça. C'est assez angoissant tout ça, très angoissant. Oui, et donc là, arrêtez mes vidéos à cause de cet abruti, mais surtout pas au contraire. Alors, vous êtes 2 avec ta femme et plusieurs avec ton enfant ou tes enfants, ce qui fait que j'imagine qu'il y a eu du soutien extra-familial et familial, bien évidemment. Oui, bien sûr, oui. Mais cela dit, moi, je suis confronté. D'abord, je n'ai pas peur, mais je suis confronté à la justice avec cette histoire-là, parce que lui, il a porté plainte, cet abruti. Mais je n'ai pas peur, parce que là, dans les 15 jours, je vais refaire une vidéo encore sur lui, avec son portrait, etc. C'est-à-dire que est-ce que tu comptes le nommer à un moment donné, le mettre en vidéo, le mettre en photo? C'est-à-dire que tu comptes vraiment l'identifier sur tes vidéos? Oui, je l'ai fait, je l'ai déjà fait.
Je l'ai fait sur ma vidéo qui s'intitule Lettre ouverte au président du conseil départemental 87. Ouais, la vidéo que j'ai vue. Ouais. Oui, voilà. Sauf que j'ai retiré son portrait parce que YouTube m'aurait sucré ma chaîne. Donc je veux pas. C'est Ouais. pas que j'ai eu peur. J'ai eu peur, non pas d'être poursuivi pour diffamation, mais d'être qu'on sucre ma chaîne. Ouais. Voilà. Et donc j'avais mis son portrait et son nom. Et après les prochaines vidéos justement où tu vas enfoncer le clou, tu n'as pas peur justement que ta chaîne soit supprimée par YouTube? Non, parce que je vais le mettre sur Facebook. Ouais. J'ai un compte Facebook, mais en fait, ça m'énerve parce que c'est inintéressant. Ouais. Mais je vais m'en servir quand même. Et puis, je vais ouvrir un site, un blog, où là, je vais mettre sa photo, etc. Ok. Est-ce que c'est la raison, Xavier, qui t'a poussé à être plus explicite et plus sérieux inhabituellement en expliquant dans certaines vidéos finalement la portée philosophique et humoristique de ton travail? Dans certaines vidéos, tu as dû t'expliquer sur ton travail suite à cet enlèvement. Oui, c'est un peu vrai, oui. Mais en réalité, non, parce que les gens doivent comprendre en fait ce que je fais. Et puis, quand on voit, par exemple, pour la Terre plate, où j'ai moitié pouce rouge, moitié pouce bleu, bon, il y a un moment, il faut quand même expliquer, pour montrer que les cons qui m'insultent, parce qu'ils n'ont pas compris, il faut leur montrer, non, c'est toi le con. Ouais. Et on est tous comme ça, hein, parce que souvent, tu sais, on juge quelqu'un comme ça rapidement, et puis en fait, on se dit, mais attends, en fait, le con, c'est moi, hein. Tu sais, c'est un petit peu comme deux boxeurs. Ils sont invaincus tous les deux, ils ont le même poids, ils ont le même âge, et tous les deux, avant le combat, ils sont sûrs de gagner. Tu vois? Ils se remettent pas en cause. Le con, la caractéristique du con, c'est de ne jamais se remettre en cause. Il a toujours raison. Ah, c'est clair. Alors que tu le disais tout à l'heure, bon, même si tu te considères comme un âne, c'est toi qui viens de le dire. Bon, Oui, mais c'est vrai. Je nuancerai ton propos. C'est vrai que ceux qui sont un minimum intelligents, conscients et lucides se posent des questions et arrivent tout de même à se remettre en question. C'est-à-dire que l'idiot ne se remet pas en question et il a des acquis qu'il ne sait pas remettre en question. En fait. C'est ça. Tu vois, là, j'ai un exemple encore. C'est cette semaine, j'ai ma femme qui se fait arracher une dent. Bon, très bien. Alors, ça se passe en hôpital universitaire. Et puis il y a tous ces étudiants qui sont autour de lui, voilà, bon. Et, il lui fait une première injection pour l'endormir, d'anesthésie, ça marche pas. Deuxième, troisième, quatrième, ça marche pas. Bon, et à la fin, il finit, il engueule ma femme. Il dit, vous avez toujours mal? Elle dit oui. Il dit non, il dit c'est pas normal. Non. Il dit, regardez, vous avez mal alors que je ne vous touche pas. Il veut pas se remettre en question. Non, il s'est trompé. Il veut pas l'accepter. Bah ça, c'est un con. Ouais. Alors qu'il a bac plus 25, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis devant ces autres étudiants, il dit, voilà, je vais vous montrer comment on fait, et puis il s'est trompé. Bon. Et voilà le con. Le con, c'est ça. Moi, je suis un âne, mais qui sait qu'il est un âne? Donc c'est plus un âne. Bien sûr. Hein, voilà, c'est le con qui sait qu'il est con, donc c'est bon. Ouais. À la limite, c'est un âne ruminant, sans jeu de mots, c'est-à-dire la personne qui rumine, c'est une personne qui est dans une certaine forme d'obsession, alors certes avec énormément de redites, mais qui se pose des questions. Donc un âne qui réfléchit finalement. Voilà, c'est ça, mais exactement. Oui, c'est ça. Pour moi, je considère que les humains, en fait, l'humanité, je parle, hein, est en constante évolution. Et puis elle est à un âge, là, elle est encore bébé, enfin plus que bébé, là, on va dire qu'elle est ado. Ok. Hein, voilà. Et donc, on sait pas tout. Hein, on est ado, on sait pas tout. Et là, on va découvrir là prochainement, quand, je sais pas, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être demain, je sais pas. On va découvrir le secret du monde. C'est ça qui est passionnant. Alors, mais l'âne que tu vois tous les jours, qui s'en va pousser son caddie, etc., il se pose pas ce genre de questions. Hein. Ouais. Lui, il va pleurer parce qu'il a un petit bouton sur le nez, ou c'est parce que ses ongles n'ont pas été bien faits par l'Institut de beauté. Mais la finalité, c'est qu'il est plus heureux que... Alors, je me permets pas de parler en ton nom, mais il est plus heureux que moi. Oui, je pas tant que ça. Tant que ça. Parce que nous, quand même, on a de grandes idées. On voit le monde, si tu veux, beaucoup plus large. Lui, il va être malheureux parce que son ongle n'a pas été bien fait.
Il D'accord. va déprimer pour ça. Mm. Et dès que au moindre problème de maladie, il va déprimer. Alors que moi, je ne vais pas déprimer. Moi, si j'ai une maladie, d'ailleurs, je suis malade. Hein, je ne déprime pas pour autant, hein, pas du tout. Hein. Tu veux dire, bon, sans aucune flagornerie, qu'on aurait une souffrance universelle, divine, alors Oui. que lui aurait une souffrance purement égoïste et nombriliste? Oui, matérialiste, oui. D'accord. Oui, mais c'est ça. Quand tu vois des gens autour de nous, mais c'est tous les jours, qui dépriment, mais pour un détail. Hmm. Je sais pas, ils se rendent même pas compte. Ils ont des enfants qui sont en bonne santé, ils ont suffisamment d'argent pour manger. Mais non, malgré tout, ils dépriment. Oui, mais Et c'est un- ça, c'est incroyable. ça, Xavier, c'est la société capitaliste, parce que quand tu vas en Afrique, ils n'ont rien de ce qu'on a, Oui. ils n'ont quasiment rien, ils ont de mauvaises connexions, ils n'ont pas, en fait, les choses basiques et essentielles de la vie, mais ils ont tout de même une forme de sagesse que nous, les Occidentaux, avec C'est ça. notre matériel à gerber, on n'a pas. C'est quand même fou, Ah, l'inversion. mais c'est fou. C'est fou. L'inversion est folle, en fait. C'est ça, c'est fou. Alors, je vais te dire quand même, parce que là, je me confie un petit peu. Si tu veux, moi, j'ai été très très malade parce que très malade, j'étais en dialyse. Ouais. Donc insuffisant rénal, on m'a greffé un rein, etc. Donc j'étais tout près de la mort parce que c'était un truc terrible. Eh ben, moi, ça m'a réveillé en fait ça. Je me suis dit, mais en fait, on a tout pour être heureux, on est super bien. Mais La vie est belle. est-ce que ça veut dire, alors je me confierai un petit peu, est-ce que ça veut dire que quand on frôle la mort et qu'on se réveille, Oui. logiquement, on apprend à relativiser sur la gravité? Oui, parce qu'on revit. On se considère mort et puis on se dit, ben là, on a une deuxième chance. Alors allez, là maintenant, il va plus falloir s'apesantir sur les détails. Hmm. Hein, on voit des choses en grand, mais enfin déjà, moi, quand même tout petit, j'étais toujours attiré par les grandes questions philosophiques, hein, et spirituelles, voilà. Mm. Mais la maladie, je veux dire, l'approche, la confrontation à la mort, nous oblige encore à réagir. Alors tu vois, par exemple, bon, j'ai une maman, elle est toujours là, elle a fait de multiples AVC il y a 3 mois de cela, avec un caillot qui s'est formé entre le cœur et le cerveau. Elle s'en est super bien tirée. Un petit problème à l'œil gauche qui a été traité finalement par comment je pourrais dire, par un verre un peu plus renforcé au niveau de la visibilité. Donc quasiment au niveau de la visibilité, quasiment aucune séquelle. Donc elle se réveille le lendemain, grosse prise de conscience. Voilà. Enfin, elle n'a pas été dans le coma, mais elle se réveille, elle se dit, bon, la malbouffe, bon, elle s'est toujours plus ou moins bien nourrie, mais un tout petit peu, la malbouffe, on l'arrête. Elle fume depuis 55 ans, la clope, c'est fini. Je mets des patchs, je commence à faire du sport, je vais en thalasso, je vais chez le kiné, l'ostéo, je fais 3 fois plus l'amour avec mon mec. Là, elle se sépare avec son gars il y a 15 jours. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette idiote? Et je lui ai dit verbalement il y a une semaine quand je suis allé la voir en Alsace. Elle refume. Et qu'est-ce qu'elle me sort? Je m'ennuie. Et je lui dis, mais en fait, tu as frôlé la mort, tu as eu une prise de conscience comme toi, Xavier, tu en as eu une. Et, finalement, elle a échappé à la mort. Et cette remise en question ne dure que 3 mois. Et elle refume 10 cigarettes par jour en me rétorquant comme pas, finalement avec beaucoup de mauvaise foi, que ce n'est pas la cigarette qui lui a donné l'AVC à l'époque. Oh. Donc explique-moi pourquoi les vivants ont besoin de mourir pour revivre. Et oui, ils ont besoin de souffrir pour vivre. Je ne sais plus qui disait ça, c'est un poète. Mm. Que l'homme, en fait, devient fort en souffrant, il est obligé. Ouais. Pour vivre, en fait, il faut mourir. J'avais d'ailleurs fait un article là-dessus, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Mm. C'est-à-dire que si on veut vivre, il faut mourir. Il faut commencer par mourir. Il faut d'abord, est-ce que tu as peur de mourir? Par exemple, tu as peur de mourir, oui, mais est-ce que tu es sûr de vivre en ce moment? Est-ce que tu vis? La plupart des gens ne vivent pas. Ils subissent. Tu sais, un autre exemple, on dit, oui, la mort, mais j'ai failli aussi perdre les yeux, la vue. Ouais. Mais c'est là que j'ai pris la conscience que les couleurs sont belles, que la vie est belle. C'est là que j'ai pris conscience. Après, j'avais vu aussi une émission où c'était un sourd qui redécouvrait les sons. Oh là là, il était là, émerveillé.
Il était en extase. Donc on en revient toujours à l'insatisfaction de l'humain, c'est-à-dire il faut faire 35 AVC pour arrêter de fumer pendant 6 mois, et une fois que les AVC sont écartés et que la personne fait des tests sanguins et que tout est bon, égale ma maman, elle se remet à fumer de la nicotine. Oh là là. Donc voilà, c'est vraiment le lien entre l'humain et l'autodestruction. Alors moi, personnellement, je suis dans une certaine forme d'autodestruction parce que je suis quelqu'un d'assez anxieux et d'assez obsessionnel, mais je suis pas dans les drogues. J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, je suis pas dans les drogues. Mais j'ai d'autres formes d'autodestruction, mais c'est surtout mon obsession et ma pensée qui m'autodétruisent. Alors que ma mère ne va pas se poser de questions. Ma mère est une vache à lait en fait. Mais non, mais j'ai aucun problème par rapport à ça. Je suis très très lucide. Oui. Pour autant, il y a de l'autodestruction dans les deux cas. Quelle est la meilleure forme d'autodestruction, celle de la pensée et de l'obsession de pensée, ou celle du bête qui fume alors qu'il a frôlé la mort? Ouais, ça c'est une sacrée question. Hein. J'ai pas de réponse, moi. Hein, oui. J'ai pas de réponse parce que tu sais, on est ah là là là. Là, tu m'angoisses avec toutes ces questions-là. En tout cas, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. L'humain est insatisfait et même quand il a tout, il n'a rien. Et c'est ça, oui. En fait, non. Quand il n'a rien, il a tout. Il a tous les problèmes. Non. Quand il n'a plus rien, c'est là qu'il trouve le bonheur, parce qu'il a tout, là. Okay. Celui qui arrive à se passer de tout à tout. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, c'est la philosophie du minimalisme. Ouais. Moins on a de choses, plus on a de choses. Ouais. Enfin, en tout cas, moins on a de choses matérielles, plus on a de substances et plus on se nourrit de l'essentiel. Voilà, c'est ça. Alors, pour en revenir quand même à la petite Maria, quelles sont les démarches en cours que tu as entreprises, ainsi que celles pour mettre hors d'état de nuire Monsieur Machin? Voilà, alors Monsieur Machin. Alors, maintenant, pour récupérer la petite Maria, elle est noyée parmi tous les enfants du monde, parmi tous les humains qui souffrent. Voilà, elle suit sa voie. Nous, c'est pas notre petite fille. Elle a des parents. Voilà. Alors moi, nous, on lui a apporté tout ce qu'on pouvait, tout notre amour, tout. Mais plus que notre amour, en fait, c'est tout notre savoir, tout le potentiel qu'on pouvait lui donner pour qu'elle soit heureuse. C'est ça bon, elle ne l'aura pas. C'est comme ça fait partie de la vie et c'est tout. Mais maintenant, moi, ce que je veux, c'est que Monsieur Machin soit neutralisé. Je neutralise les terroristes, ça c'est pour m'amuser. Neutraliser les cons, ça c'est mon obsession. Oui, parce que c'est lui le fou, c'est pas toi le fou. Et c'est ça, le fou c'est lui, hein. Faut pas l'oublier. Et donc moi je veux l'empêcher de continuer à nuire, voilà, c'est tout, à faire mal aux autres. Donc mon objectif c'est qu'il ne soit plus, qu'il démissionne, c'est tout. Avec un espoir de retrouver Maria ou pas? Non, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est pas notre enfant. Ouais. C'est ça le truc, c'est que c'est pas notre enfant, hein. Mais moi, si tu veux, c'est une souffrance. C'est pas pour Maria, c'est pour tous les petits enfants qui souffrent. Tu vois, si tu veux, je globalise en fait mon obsession finalement de la défense des enfants. C'est pas un enfant en particulier. C'est-à-dire qu'à partir de l'unique, tu vises l'universel, donc tous les gosses, quoi. Ah oui, c'est ça. Mais puis ça s'étend à tous les humains. Ouais. À tous les humains. Mais là, les enfants, ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, hein. Alors, c'est très philosophe. On rappelle que ton univers, c'est l'humour et la philosophie. J'espère vraiment, mais vraiment qu'on se rencontrera physiquement un jour, parce que ce qui me fait tenir, moi, c'est l'humour. Mes amis peuvent en attester, la musique. Et c'est vrai que je suis un gros fan de philosophie, surtout de Nietzsche au départ, parce que je pense avoir lu quasiment tout ce que Nietzsche a écrit en une quinzaine d'années. Je suis vraiment un gros fan de Nietzsche. Une question sur tes philosophes préférés. Tu as cité Schopenhauer tout à l'heure. Tu as un bagage philosophique, des philosophes à me donner? Non, aucun. En réalité, moi, ma philosophie, c'est quoi? C'est toujours la même chose. C'est la nature, c'est le monde, c'est la vie, c'est ce qui m'entoure, c'est la discussion qu'on a tous les deux. Voilà, c'est ça. Et moi, je me souviens, dans mon village, il y avait un berger.
Un berger, bon, il vit au mieux de ses moutons. Pour moi, c'était le plus grand philosophe de tous les temps. Hein. Ouais, c'est clair, je peux le comprendre. Ah oui, oui, Ouais. vraiment. Alors, il dormait avec ses moutons. C'était incroyable, incroyable. Et j'aimais beaucoup discuter avec lui. Alors, une autre question. Beaucoup lui mettent une majuscule. Moi, je lui mets une minuscule. Est-ce que tu crois en Dieu? Ah, Dieu, alors ça, j'ai fait des vidéos là-dessus. Finalement, moi, toutes mes vidéos, c'est un petit peu c'est mon univers. Hein. Donc, pour moi, il y a autant de dieux que d'humains sur Terre. Donc, il y a 7 milliards de dieux différents. Alors, on peut mettre une majuscule, on ne peut pas en mettre, on peut l'appeler, mais le mieux, c'est de ne pas l'appeler, c'est de faire comme les Juifs. Hein. On ne le nomme pas, parce que quand on met un nom, ça veut dire qu'on le définit. C'est-à-dire qu'on lui met une limite, on lui met une barrière, donc c'est plus Dieu. Dieu est infini, il est difficile, on ne peut pas le décrire. Si on le décrit, hein, c'est que il est quelque chose de fini, il n'est pas fini. Et je l'ai déjà expliqué, pour moi, ce que c'est que Dieu. Hein, voilà, je mets une majuscule ou pas, peu importe. D'ailleurs, j'essaie de ne pas l'appeler Dieu parce que ça bloque les gens, les athées notamment. Hein. Pour moi, Dieu, je l'ai décrit dans une vidéo, c'est un peu comme une pâte de pâte à modeler. Ça représente l'univers. Il y a le Big Bang, bon voilà. Et puis d'un seul coup, au milieu de cette pâte, pouf, il y a 2 yeux qui sortent. Après, il y en a 2 autres ailleurs. Un cerveau, 2 cerveaux, 7 milliards de cerveaux. Tu vois, et puis qui sont plus ou moins évolués. Et ces cerveaux, ces yeux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, ils se regardent. Ah, tu es en train de dire que tout le monde a un cerveau. Attention. Oui, non, mais plus ou moins évolué, attention. Hein. Oui, bien sûr. Et plus ou moins évolué, ben oui, parce qu'il y en a qui ont un gros cerveau, d'autres un petit cerveau. Et d'autres qui n'en ont pas du tout, qui n'ont que des yeux. C'est des animaux. Mais si tu veux, quand le cerveau commence à se regarder, il regarde, mais qu'est-ce qu'il regarde? Il se regarde lui-même. Et cette boule, tous les cerveaux, finalement, ce sont les cerveaux de la boule, de pâte à modeler. Et donc, c'est l'univers, c'est la pâte à modeler qui expérimente le monde à travers ces différents cerveaux et les sens qui sont associés à ces différents cerveaux. Tu vois, quand je regarde une buse tout en haut, qui plane, qu'est-ce que c'est? C'est l'univers, finalement, qui expérimente le vol plané. Tu vois? Ouais. Donc quand tu... Non, mais c'est extraordinaire parce que toi, en ce moment-là, tu es en train de regarder. Mais en fait, c'est l'univers qui regarde à travers tes yeux. Moi, j'ai mon environnement, là, je vois. Ce que je vois, c'est l'univers qui expérimente. Ok. Tu vois, qui expérimente le monde. Donc, moi, mon Dieu, c'est ça. Alors, bien entendu, tout à l'heure, tu parlais des philosophes. Le philosophe, monte une théorie. Finalement, c'est toujours une image mentale, une construction mentale qui fait de sa vision du monde. Tu vois? Alors donc, tu es en train de dire que quand on décrit Dieu, du verbe décrire, finalement, on le décrit, du verbe décrier. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses du multiculturalisme? Est-il compatible en France? Et qu'est-ce que tu penses de la blague de la laïcité? Ouais, alors là, tu sais, tous ces problèmes-là, moi, je m'en fous un peu parce que je regarde le monde comme une évolution. Alors, le multiculturalisme, moi, personnellement, je préfère, c'est pas que je suis pour, hein, mais je préfère qu'il y ait plusieurs sortes de fleurs différentes, qu'elles ne se mélangent pas. Pourquoi? Parce que je veux pas que si tu mets, par exemple, un blanc, un noir, ça fait un gris, tout le monde va se retrouver gris. C'est pas très très intéressant. D'ailleurs, le mot si on est pour le multiculturalisme, ça veut dire qu'on est pour les différentes races. Ouais. Obligatoirement, c'est logique. Ouais. Parce que si tout le monde est mélangé, tout le monde est gris, il n'y a plus de multiculturalisme parce que tout le monde est pareil. Donc il faut séparer les cultures pour une richesse. Oui, il faudrait, mais le problème c'est qu'il faut, mais nous on ne maîtrise rien du tout. Nous on n'est que des petits humains en fait, on suit l'évolution du monde, c'est comme ça. Il y a le mondialisme, c'est tout nouveau ça en fait. Le fait que les communications se soient multipliées aussi rapidement avec les routes, les avions, les trains, etc. Donc tout le monde se mélange, tout le monde se marie les uns les autres. Un Asiatique va se marier avec un Européen, etc. Un Africain avec un Européen. Bon, finalement tout le monde se mélange. Au bout d'un certain temps, tout le monde sera pareil.
malheureusement. Pour moi, moi je préfère que ce soit varié, que ce soit diversifié. Ok. Ouais, je préfère, mais c'est pas parce que quand on dit il faut, mais le problème, comment on va faire? On peut pas, parce que le monde évolue malgré nous. Nous, on est des comment dire, des pions finalement. On agit sur rien. On croit agir, mais on agit sur rien. On agit sur rien, Ça, c'est angoissant aussi, ça, hein, parce que ça évoque le déterminisme. Tout est déterminé depuis la première pichenette du monde qu'a lancé le monde. Ouais, j'entendais ça sur YouTube. En fait, quand on vote, ça dure 5 secondes. C'est quand tu glisses le bulletin. Sinon, en fait, ça n'a aucun sens. Ouais. Ah oui, tout est prévu à l'avance. Ouais. Alors, la politique nous répond que non, surtout depuis quelques années. Est-ce qu'on peut rire de tout, Xavier, en France? Oui, moi, on peut rire de tout, mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire habilement. Ouais. Hein, parce que là, évidemment, on évoque la censure. La censure, moi, je trouve ça formidable, parce que c'est un prétexte pour stimuler notre créativité, parce qu'il faut contourner tout ça. Ouais, faut contourner. C'est extraordinaire. Et puis la censure, il y a autre chose aussi. La censure, ça nous permet de savoir où se situe le pouvoir. Hein? Parce que quand tu critiques, tu peux critiquer certaines personnes, d'autres non. Bon, celles que tu ne peux pas critiquer, c'est elles qui ont le pouvoir. Ouais. Voilà. Tout en sachant que aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui ont le pouvoir, et puis demain, elles ne l'auront plus, ce sera les autres. Et ça tourne, hein, c'est la roue de la fortune. Tout en haut, il y a le roi, c'est un rat qui porte la couronne, et puis les autres, ils essayent de prendre sa place, et puis le roi dégringole, il retombe tout en bas. Les autres ont pris le pouvoir, et ça recommence. Voilà, éternellement. Alors, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Alors, tu feras une vidéo là-dessus. J'ai la réponse, mais mon ami Moon ne l'a peut-être pas. Le lien de parenté avec Raphaël Zachary de Izara. Alors, c'est mon frère. Ouais. C'est mon petit frère. Si tu veux, dans notre famille, on est 8 enfants, 5 garçons, 3 filles, et Raphaël, c'est le dernier. C'est-à-dire on a 10 ans d'écart. Et lui, je l'ai découvert en fait. Parce que 10 ans d'écart, ça fait beaucoup. Hein. Quand j'ai 20 ans, il n'en a que 10. Ouais. Tu vois, donc moi, je suis parti de la maison, donc je ne sais pas qui il est. Et je l'ai découvert quand il avait 30-35 ans. À travers ses écrits. Ouais, je me suis renseigné sur lui. Et Raphaël, c'est un grand poète. Il fait pas de politique, en fait. Hein. Il en fait, mais il comprend pas bien le... Non, c'est un poète et c'est quelqu'un de très, très éveillé. Et ce qu'il écrit, c'est merveilleux, tout simplement. Oui, j'ai lu... je suis allé sur son blog, je me suis renseigné sur lui. C'est quelqu'un qui en effet est très éveillé, très, très littéraire et un vrai, quelqu'un de vraiment humaniste. C'est ça, voilà. C'est le vrai humaniste dans le bon sens du terme. Il faut remercier, les parents des Izara alors d'avoir créé des lumineux. Mais mon père aussi, hein, il était très très original. Hein. Oui, très. Il était médecin, tu vois. Il était médecin et il allait voir ses clients en pieds nus ou même en slip, hein, y a aucun problème. En 1976, il faisait très très chaud, c'était la canicule. Il faisait ses visites en slip kangourou, hein, attention. Hein. Alors un autre original avec un O majuscule, c'est Dieudonné, personnellement. Oui. Personnellement, je suis très 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 fan de Dieudonné, que j'ai vu en spectacle plusieurs fois dans un bus, que j'ai vu il y a encore quelques mois de cela, pas loin de Besançon, je l'ai vu dans son théâtre. Qu'est-ce que tu penses de son cas et du chantage à l'antisémitisme dont il est victime depuis des années, puisqu'il attaque le grand sacré qu'on ne nommera pas, mais on a bien deviné de qui il s'agit. Voilà, c'est ça, hein, je ne nomme rien, etc. Bon. Qu'est-ce que tu penses de son cas ? Oui, alors pour moi, Dieudonné, je connais quelques-uns de ses sketchs, je n'ai jamais assisté à ses spectacles. Pour moi, c'est une guerre en réalité entre deux pouvoirs. Hein, c'est l'histoire, tu sais, de la roue de la fortune, hein, du tarot. Bon, lui, il est en bas. Voilà, il est en bas, et puis en haut, il y a les puissants qui essaient de l'écraser. Lui, il essaye de grimper. Il y arrive même assez brillamment parce qu'il est particulièrement intelligent. C'est même,
Je sais pas si tu connais, je me souviens plus de son nom, c'est Tayeb. Oui, C'est oui. un philosophe libanais. Oui, oui, oui. Oui, tu le connais? Oui. Voilà, Antifragile. Il a Ouais. écrit un livre, Ouais. Antifragile. Voilà. Eh ben, Dieudonné, c'est vraiment ça. Plus on lui tape dessus, plus il est costaud. Bah, c'est fou, quoi. Enfin, moi, je suis pas dans sa situation, hein. Je partage l'humour, mais je n'aurais pas tenu 3 secondes de cette pression, en fait. Ah non, mais lui, il en tire une force. C'est ça, sa force. Il est extraordinaire. Et d'une créativité époustouflante. Ouais. Ah, époustouflante. Tu sais, l'antifragile, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un plus tu tapes dessus, plus il devient costaud. Et pourtant, il doit certainement, en tant qu'être sensible à plein de choses, il doit certainement avoir une sensibilité, voire une hypersensibilité, mais ça n'est pas celle-là. Oui. Et donc, je voulais même m'approcher un peu plus de lui, l'étudier, pour voir comment il fait pour rebondir. Comment il fait pour se renforcer après chaque coup. Tu sais, c'est un petit peu comme le hérisson qui attrape une vipère, il l'attrape par la queue, puis il attend. Et elle s'énerve tellement qu'elle se jette sur le hérisson, puis à la fin, elle est déchiquetée. Lui, il n'a plus qu'à la manger après. Alors, oui, mais finalement, c'est comme pour la petite Maria. Je pense que la comparaison n'est pas trop avec Dieudo. Je pense que Dieudo tient aussi parce qu'il a une famille, il a des enfants et surtout, c'est pas forcément le plus important, mais il a des fans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un moment donné, quand il fait ses spectacles, quand il fait ses vidéos, il y a du répondant. Et ce sont ces gens-là qui, à mon avis, lui donnent envie de continuer, puisqu'il a un soutien qui est énorme. Et ça, c'est un 3e homme, quoi. C'est un 10e homme. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Oui. C'est-à-dire que le gars, c'est le plus gros vendeur de billets en France, alors qu'il est médiatiquement ignoré de tous. C'est du génie, quoi. Enfin, il n'est pas ignoré de tout le monde. Non. Il est ignoré des médias mainstream. Au pouvoir. Voilà, mainstream. C'est ça. Voilà, les merdias, comme on dit. Et les merdias, c'est ça, oui, que je ne supporte pas, hein, je te le dis. Hein. Oui, on est trois avec mon autre schizophrène. Oui. Alors, je ne supporte pas, non. J'ai une question sur tes sas de décompression. Quels sont-ils, à part tes petites balades à vélo et tes vidéos et ton humour ravageur, teinté de philosophie? Il n'y a que ça, en fait, non. C'est mes vidéos, c'est la nature. D'abord, je ne suis pratiquement jamais stressé. Jamais. Ouais. Le stress, je ne connais pas, parce que je me prends jamais au sérieux, donc voilà, je me considère comme un humain parmi les autres, tu vois, mais très puissant quand même, puisque je suis Dieu, hein, faut pas l'oublier. Hein. non, mais Dieu, sérieusement, hein, en plus. Ouais. Non, comme toi tu l'es, hein, voilà. Hein, nous sommes tous dieux, bon, sauf que il y en a qui ne savent pas. Voilà, donc je ne stresse pas, non. Voilà. Alors maintenant, c'est mon vélo. Oui, le vélo, c'est une manière pour moi de méditer. Tous les jours, je fais ma période de méditation, une heure, en faisant du vélo. Et je m'arrête, je suis dans la nature, je regarde, je médite, je suis bien, voilà. Donc en fait c'est ça, moi, ma manière de décompresser. Et tu n'oublies pas l'amour de ton épouse, j'imagine ? Ah oui, bien sûr, je suis équilibré, voilà, avec ma famille, quoi, voilà. Ouais. Hein. Alors, mais je suis quand même quelqu'un de solitaire. Hein. D'accord. Est-ce que tu dirais, bon, par exemple, moi je suis quelqu'un d'anxieux, d'angoissé, de stressé. Est-ce que tu dirais que quand on a de l'humour, comme toi et moi, on devrait être en mesure de se moquer de son anxiété et par conséquent de l'être beaucoup moins anxieux ? Ben oui, moi je pense que oui. Hein. L'humour, c'est quelque chose de grave. Hein. C'est pas pour faire rire. L'humour, c'est une réponse à une angoisse, en fait. On est d'accord, la plupart des humoristes ont une souffrance. Ah oui. Ouais. Ah oui. Moi, c'est une grande souffrance, en fait. Hein, mais oui, c'est exactement. L'humour ne fait pas rire, hein, c'est au contraire. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas confondre avec le comique. Bien sûr. Le burlesque. Non, moi, c'est pas... Moi, je suis pas un clown, hein. Je suis pas un clown, attention. Hein. D'ailleurs, le clown, en fait, souvent on dit qu'ils sont tristes. Hein. Mais je suis un bouffon. Ouais, comme Dieudo. Et voilà, c'est ça. Donc tu veux dire que l'humour est épidermique parce que c'est une défense
face au monde, face à la désespérance dont tu parlais au départ. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est une manière, en fait, finalement, c'est pas de fuir, finalement, la souffrance. Non, au contraire, je crois que c'est une manière de l'affronter. Hein. Alors, Oui, on parlait tout à l'heure de philosophie, de Dieu. Moi, ce qui m'anime le plus, c'est la musique, c'est l'art, mais en particulier vraiment la musique. Qu'est-ce que tu aimes en musique, Xavier ? Ça m'intéresse vraiment. Ah oui, tu vas être déçu. Parce que oui, j'ai regardé un peu ta chaîne, hein, voilà. Non, la musique, moi, c'est... comment dire... la musique qui me plaît... Bon, d'abord, je n'ai pas de nom à citer. Je n'ai pas de nom à citer. Ça va être, par exemple, le flamenco, le jazz, toutes les musiques où il y a une souffrance. La musique tzigane. Ouais. Tu vois, toute la musique où on exprime notre souffrance. Voilà, c'est ça. Donc, mais j'ai pas de nom. De nom. Mais ma musique préférée, c'est la nature. La nature, c'est... je suis tout seul au milieu de ma forêt. J'écoute, par exemple, à côté dans un pré, j'écoute des grillons, c'est par milliers. Au-dessus, il y a un avion qui passe. C'est un autre instrument de musique, on va dire. Sauf que, en plus, j'ai des odeurs. C'est-à-dire que je suis dans une salle de spectacle qui est unique. Tout le monde joue pour moi. En fait, tu comprends ? Et ça, moi, ça me fait pleurer de bonheur. Mais en fait, souvent j'en parle avec des cons parce que je cours, ça m'arrive de courir. Je suis pas un grand sportif, mais vraiment j'aime courir. Bon, la natation ça va, mais j'aime surtout courir. Et quand les jeunes aujourd'hui ou même les gens de ma famille me disent mais pourquoi tu ne cours ? Pourtant je suis vraiment un cinglé de musique, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais raccrocher avec toi tout à l'heure, bon je serais triste de raccrocher, mais immédiatement je mettrai de la musique dans les oreilles. Et ils me disent mais pourquoi tu ne cours jamais que de la musique ? Et je leur dis mais en fait ma vie est musique puisqu'en fait j'en joue, j'en écoute en permanence. Et quand je suis dans la nature, je ne veux absolument pas d'écouteurs et de musique sur moi parce que la nature est musicale, en fait. Ah, bah là, on se rejoint. Alors là, on se rejoint à fond. On est d'accord. Oui, on se rejoint à fond parce que je vois beaucoup de gens courir avec des écouteurs dans les oreilles. Mais même ou sans courir, hein, ils marchent, ils ont des écouteurs dans les oreilles. Mais ils se coupent du monde. Ils se déconnectent jamais, en fait. Oui. Non, mais c'est incroyable parce qu'en réalité, il faut être en contact avec la nature, pas avec la nature, avec le monde. Ouais, avec le monde, ouais. Et quand tu te mets des écouteurs dans les oreilles, tu te coupes du monde. Ouais. Sauf que quand tu écoutes de la musique, c'est un petit peu différent parce que là, tu rentres dans un autre monde qui te mène à des hauteurs spirituelles très élevées, quand même, hein. Ah, il y a un célèbre philosophe moustachu allemand qui disait que la musique est la seule passion qui jouit d'elle-même. Ah oui. C'est quand même magnifique, ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui se crée avec la musique où tu n'as pas besoin de débattre, tu n'as pas besoin de débattre avec ton épouse, tu n'as pas besoin d'être en désaccord ou en accord ou en harmonie ou je ne sais quoi, en disharmonie. Et c'est ça. C'est une passion, donc qui dit passion dit souffrance, mais quelque chose en fait qui crée une unicité indéfinissable sans avoir à parler. En fait, elle te donne du miel et tu l'avales d'une certaine façon. Oui. Ah, c'est très beau, oui. C'est ça qui est beau dans l'art, en fait. Et Schopenhauer justement il décrit justement la musique comme ça, c'est-à-dire que c'est pas quand tu vois, je veux dire la musique elle est belle en elle-même, elle te mène dans un monde mais qui est complètement différent du monde visuel ou matériel que tu vois. Quand tu vois une peinture, la peinture représente quelque chose, bon tu vois. Donc mais la musique non, tu vois rien, tu es dans un autre monde, c'est un langage totalement différent. Qui te mène à Dieu, hein, franchement, là. Hein. C'est l'abstraction parfaite, la musique. Ah, parfaite, oui, exactement. Ouais. Parce que c'est vrai que le cinéma est visuel, la sculpture, la peinture, le théâtre est visuel et en même temps auditif, mais la musique est vraiment quelque chose à part, je trouve, vraiment. C'est ça. Ouais. C'est ça, oui, exactement. Et c'est humain, donc il y a du bon dans l'humain. Oui, peut-être. Quand elle est humaine, parce qu'elle peut être aussi naturaliste. T'en parlais tout à l'heure. Tu es retraité de quelle profession? Si c'est trop intime, tu ne réponds pas. Là, je suis assez... quand on me pose cette question, j'aime pas trop y répondre. Pour une raison simple, c'est que toujours,
on rentre dans un cadre, matérialiste, capitaliste, économique. Tu sais, qu'est-ce que tu fais toi? Oui, combien tu gagnes combien tu gagnes par mois. Donc en fonction de ça, t'es quelqu'un de bien ou quelqu'un qui est pas bien. Alors tu penses bien que c'est pas du tout mon ressort parce qu'en fait, t'écoutant et t'entendant littéraire, pour moi c'est pas en fait tu as gagné 8 000 euros et t'en es à 7 000 de retraite. C'est juste qu'en fait, comme tu es très littéraire, drôle, charismatique, tout ça, je me dis que tu as peut-être travaillé dans l'art ou alors tu étais inspecteur des impôts et ça n'a aucun lien. Tu vois, c'est le genre de... Non, j'ai été prof de maths. Ok. Oui, mais en fait, j'étais prof de maths, mais en réalité, c'est de la littérature qui me plaît. Mais la littérature, je lis pas beaucoup, hein. Je lis pas beaucoup. Moi, ma littérature, c'est ce que j'écris moi. Donc tu vois, c'est pas pour me faire en fait un avis sur une fiche de paye ou savoir si t'es imposable ou pas. Mais en fait, maintenant que je sais que tu as été prof de maths, ça me donne en fait des petites aspérités par rapport à ton humour et par rapport à ton cerveau et par rapport à ta réflexion. En fait, d'une certaine façon. Ah oui. Parce que moi, je suis pas matheux du tout. Je suis littéraire, j'étais nul. J'ai eu 2 sur 40 au brevet. Et les 2 points, tu sais d'où j'ai eu les 2 points sur 40 ? Non. Le soin. J'ai eu 2 sur 4. J'ai eu 2 sur 4 en soins et j'ai eu 0 sur 36 en théorie mathématique. C'est-à-dire que je suis connu en Alsace comme étant certainement l'un des pires élèves en maths. Par contre, de l'histoire de l'Alsace, j'ai toujours eu des moyennes générales autour de 14 parce que j'étais une bête en philo, en géo, en histoire, en langue et en français. Mais au niveau mathématique, j'étais une catastrophe. Tu veux une petite anecdote ? Oui, vas-y. Un jour, donc, j'avais l'habitude, comme je ne comprenais absolument rien aux mathématiques, c'est-à-dire le prof de maths, j'ai eu le même de la 6e à la 3e au collège, et en fait, il mettait à chaque fois la même chose dans le bulletin du premier au dernier jour. Lloyd ne comprend pas les mathématiques. Un jour, on a un exercice, interrogation surprise, et en fait, c'était avec des tangentes ou je ne sais plus quoi. Et je mets une réponse, je mets un égal, je mets une réponse, c'est la bonne réponse, mais je n'avais aucune théorie, c'est-à-dire je n'ai rien expliqué, je n'ai rien démarché, j'ai juste mis la réponse, c'est 2,50. C'était la bonne réponse, mais comme je n'avais absolument aucune théorie pour expliquer la réponse, je me suis vanté auprès du prof. Habituellement, il me mettait 0,5 juste par rapport aux soins. Et là, je lui dis, je comprends pas, monsieur. J'ai la bonne réponse. J'ai aucune théorie. Vous avez vu, je commence à devenir fort en maths. Je faisais un petit peu le pan. Et en fait, il m'a dit, bon, puisque c'est comme ça, je te mets 0. T'as réussi à avoir le 0. J'ai réussi à avoir le 0 absolu en mathématiques. Mais c'est vrai que ça a été une aversion pour moi, les maths, j'en ai fait jusqu'en terminale, mais c'était vraiment une... Ça a été quelque chose de traumatisant pour mon prof. Je n'ai jamais compris les mathématiques. Ouais, ça a toujours été un jeu. Parce qu'en réalité, tu es trop intelligent. Parce qu'en maths, franchement, en maths, 2 plus 2, ça fait 4. Ouais. D'accord ? C'est pas compliqué. Hein. 2 plus 2, ça fait 4. Ouais. Bon, si tu mets 5, c'est que tu commences à te poser de grandes questions. Non, mais c'est ça, hein. Ouais. Tu sais, regarde, je te donne un exemple. Tu mets une baffe à un flic, tu prends 1 an de prison. Bon, très bien. Tu dis, tiens, je vais lui mettre 2 baffes. Ça va faire 2 ans de prison. Ben non, c'est pas ça. Dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout matheux. Hein. On est d'accord, on est d'accord, j'ai bien compris ton image. Une autre question assez désespérante de ma part, et je te la pose parce que j'ai envie de te la poser. Je suis très sincère dans ma réponse. Moi, je suis assez misanthrope. Je suis plus misanthrope que philanthrope. Je ne me décrirai pas comme athée parce qu'en fait, j'ai pas envie de décrire Dieu ni de le décrier. Mais c'est vrai que je suis pas croyant. Je suis plutôt anti-Dieu d'une certaine façon. Ouais. Est-ce que tu, dans ta désespérance, tu souhaites parfois l'extinction totale et la plus rapide possible de l'humanité, comme moi maintenant, au moment où je tape sur cette table? Ah oui, non. Non, pas du tout, parce que l'humanité, pour moi, c'est le cerveau de l'univers. Alors, l'humanité, il y a 7 milliards d'humains. Sur les 7 milliards, bon, allez, on va dire qu'il y a 1% de vrais cerveaux. Ouais. C'est le cerveau de l'humanité. Donc, si tu détruis l'humanité, il n'y a plus de cerveau. L'univers, il y aura plus rien du tout. Je l'ai décrit dans une vidéo. Je dis, tu supprimes l'humanité, mais qui va, s'émerveiller devant un ciel étoilé?
Il n'y a plus personne. En même temps, il n'y a plus de souffrance et j'accepte de partir avec tout le monde. Oui, on est d'accord, mais ah non. Là, là non. Et pourtant, je n'aime pas les hommes. Hein. Les hommes avec un H majuscule. Oui, oui, avec un H majuscule, oui. Mais quand même, l'humanité, moi, j'ai pitié d'elle en même temps. Hein. Si tu veux, je la regarde de très très haut. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs là qui sont ces cerveaux sur deux pattes là, qui réfléchissent, qui pensent, qui sont perdus dans cette immensité dans cet univers infini. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les détruire? Mais non, parce que c'est l'aboutissement de milliards d'années d'évolution. Alors justement, j'ai une question sur le cerveau sans limite de l'humain, puisque pour moi, de manière très subjective, le cerveau est tellement sans limite qu'on a réussi à imaginer Dieu et qu'on a réussi finalement à créer. Pour moi, en fait, l'existence de Dieu, c'est comme faire ses lacets. C'est quelque chose qui appartient à l'humain et qui mourra avec l'humain. Mais c'est très, très, très subjectif. Quand tu vois la société évoluer, c'est-à-dire parfois dans le génie et parfois dans la folie, je ne prends pas position. Mais qu'est-ce que toi, tu penses, en fait, tu es famille d'accueil, du fait, en fait, Dieudo en parle beaucoup dans ses vidéos, la folie de l'humanité. Alors, on ne parle pas de l'homosexualité, puisque l'amour est quelque chose d'universel, et en fait, je comprends tout à fait que deux hommes puissent s'aimer. Moi-même, en fait, par rapport à une époque, en dissidence par rapport à mon père, qui était homophobe, je rêvais d'être homosexuel. Et malheureusement, je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été intéressé par les femmes, mais quand j'étais adolescent, j'aurais voulu l'être simplement pour faire chier mon père. En dehors de l'homosexualité, de ce sentiment, voilà, qui est un sentiment tout à fait beau d'amour entre deux personnes du même sexe, qu'est-ce que tu penses, Dieudonné parlerait de dérive, de la transsexualité, de ces gens en fait qui vont à l'Eurovision, qui sont nés hommes, qui deviennent femmes. Qu'est-ce que tu penses en fait de cette dégénérescence? C'est le terme qu'utilisent certains. Est-ce que tu valides absolument tout, ou est-ce que tu trouves qu'il y a des limites dans l'humanité? Oui, alors là, concernant l'homosexualité, moi, je m'en fous. Simplement, ça me dégoûte, c'est tout. Deux hommes qui s'aiment, ça me dégoûte. Deux hommes qui s'aiment, non. Deux hommes qui s'aiment, il n'y a pas de problème. Ce sont des amis. Mais des homosexuels, obligatoirement, ils ont une relation sexuelle entre eux. Donc ça me dégoûte, c'est tout. D'accord. Deux femmes entre elles, ça me dégoûte pas. Deux hommes entre eux, oui, ça me dégoûte. Franchement, hein, moi j'ai mon père qui a été condamné pour ça parce qu'il avait dit, qu'est-ce que c'est qu'un homosexuel? C'est un homme qui met sa bite dans le trou du cul d'un autre. Voilà, donc il a été condamné pour ça. Bon, mais si tu veux, j'ai pas concernant l'homosexualité, je ne juge pas. Bon, chacun est comme il est, et puis c'est tout, voilà. Bon, maintenant, faire la promotion de l'homosexualité, non. Je sais pas pour, voilà. C'est tout. Alors, et les dérives de, par exemple, je regardais la dernière fois, j'ai regardé 3 minutes et ensuite je suis allé vomir, mais par exemple, cet enfant de 8-9 ans aux États-Unis qui est né garçon et qui est déjà complètement habillé, maquillé en fille, et dont les parents ont déjà payé des opérations de transformation corporelle. Comment on reste en vie en observant tout ça? Ah oui, c'est la folie humaine et puis c'est tout. Hein. Bon, allez. Oh là là, mais ça non, là je zappe là-dessus, hein, parce que tu vois, j'étais au courant un peu, mais vaguement, hein. J'ai pas approfondi parce que ça m'écœure tout ça. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est condamné quand on fait rire les gens, comme Dieudonné par exemple, ou quand on a un cerveau comme Alain Soral, ou d'une certaine façon on peut parler de ta condamnation par rapport au fait qu'on t'ait enlevé ta petite. C'est une condamnation morale d'une certaine façon. Oui, exact. Donc en fait on est condamné quand on s'appelle Soral, Dieudo ou De Isara, mais par contre on n'est pas condamné quand on encule des gosses comme un certain ancien vertiste politicien, si tu vois ce que je veux dire. Où va le monde de Xavier en fait? Où va le monde? En fait non, c'est qu'il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça, c'est-à-dire que il y a toujours eu si tu veux, le monde finalement c'est un conflit entre les extrêmes
C'est-à-dire ceux qui, les traditionalistes qui ne veulent pas rien changer. Or, quand on ne change rien, la société meurt. Et à côté de ça, il y a les forces du chaos, eux qui veulent tout détruire. Yes. Et donc, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'harmonie. Ouais. C'est tout. Et on peut rien faire. Ça a toujours été comme ça. Le monde est comme ça. C'est-à-dire qu'on est tiraillé, le monde est tiraillé entre les deux extrêmes. Avec au milieu de tout ça, on en revient à Nietzsche, une morale un peu absurde, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des cours, il y a 1854 ans, si tu veux, il y avait des cours de biologie et d'anatomie où on touchait ouvertement les enfants et ça faisait partie du cursus scolaire sans aucun jeu de mots. Aujourd'hui, tu vas en prison, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 50 ans, ce ne sera pas à nouveau scolairement admis ? Qu'est-ce que tu penses de ça, de l'évolution et de la régression d'une certaine façon? Mais ça fait partie du monde, ça, en fait. Tu sais bien, c'est toujours un contrebalancier. Un coup, c'est la gauche, un coup, c'est la droite. Enfin, la gauche-droite, pour moi, c'est pareil. Hein. Mais on va dire, un coup, ça va être les excès dans un sens, et puis après, c'est l'excès dans l'autre, et puis ça se balance comme ça. Et puis entre deux, il y a l'harmonie. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à s'offusquer. Le monde est comme ça. On va rien changer. Ouais. Le monde a toujours été comme ça. Alors moi, je parlais de l'extinction de l'humanité que je souhaite tout à l'heure. Toi, tu t'en défends et c'est tout à ton honneur. Oui. Est-ce que l'extinction de l'humanité peut à ce moment-là arriver de ce chaos où il y aura toujours finalement un contrebalancement et l'humanité va toujours tenir sur ses extrêmes? Oui, j'en sais rien. Parce qu'habituellement, tu sais bien, quand on interroge les gens, va beaucoup, tu sais, à la télé, hein, ils sont toujours au courant de tout, ils savent tout et ils ont réponse à tout. Là, franchement, non, j'en sais rien du tout. Hein. J'en sais rien du tout. Tu sais que je fais aussi j'ai fait du trading. Yes. Bon, du trading, c'est la même chose. Tu as toujours des gens qui sont là, qui interprètent les courbes à leur manière, etc. Et puis en fait, ils ne prévoient rien du tout. Les plus malins ne prévoient rien du tout. Donc là, tout ce qui concerne l'avenir de l'humanité, on n'en sait rien. C'est tout. Voilà. Après, on peut avoir quelques tendances, etc. Mais bon, on se trompe toujours. Et qui aurait prévu l'avènement d'Internet ? Personne. L'avènement des voitures ? Personne. De l'aviation ? Bon. Personne. De l'électricité ? Personne. Qui aurait prévu que les êtres vivants étaient codés par l'ADN ? Mais personne. Jésus est au courant de rien du tout, lui, il savait pas, lui, même le Fils de Dieu, tu vois. Alors, redis-moi un peu ce que tu en penses, ton sens de l'absurde et de la dérision te vient d'où ? Une partie de ta souffrance ? Est-ce que tu peux me redonner une réponse ? Est-ce qu'il y a d'autres sources ? Non, moi, les sources, c'est mes muses. Voilà, c'est mes muses, c'est mon inspiration. L'inspiration, c'est l'esprit qui me... Quand j'expire, l'esprit sort de moi, j'inspire, c'est l'esprit qui vient en moi. Voilà, c'est ça. Bon, en fait, je sais pas pourquoi. Hein. Bon, voilà, je suis né pour ça. Je remplis mon rôle, en fait, hein, comme l'escargot remplit son rôle quand il est dans sa coquille. Voilà, il peut pas faire autre chose que l'escargot. Hein. Moi, je peux pas faire autre chose que ce que fait Xavier de Huzaras, c'est tout. Hein. Tu vois, j'ai pas... Je suis, si tu veux, ce que la nature me commande. D'accord. Je suis incapable, moi, je ne peux pas prévoir ce que je vais faire. En réalité, c'est la vie qui me pousse. Est-ce que tu as peur de la mort ? J'ai peur de la mort tant que je suis vivant. C'est-à-dire que quand je vis bien, tu vois, je fais mon vélo. Je respire, je dis, ah là là là, qu'est-ce que la vie est belle. Je respire, je me sens respirer, etc. Voilà. Là, je vais avoir, si on me dit, tiens, tu vas mourir tout de suite, je vais avoir peur. Maintenant, comme j'ai déjà été confronté à la mort, où là, j'étais très très fatigué, j'étais très faible, la mort, c'est une délivrance, et je suis heureux, et même, c'est apaisant. Tu vois, j'ai pas peur de la mort. Comment dire, actuellement, oui. J'ai pas envie de mourir tout de suite parce que je suis bien physiquement. D'accord, j'allais te dire que oui, quand tu es bien portant, tu as peur de la mort. Ouais. Voilà, tant que je vis, j'ai pas peur de la mort. Non, tant que je vis bien, j'ai peur de la mort. D'accord. Voilà. Et la nature est très bien faite parce que plus on vieillit, plus nos capacités diminuent,
Ouais. et on n'a plus envie de vivre. Quand, quand tu demandes, tu parles aux vieux, ils disent ah, vivement que je sois délivré de tout ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est bien fait. Ouais, tu veux dire que quand on est de plus en plus en souffrance, même, Oui. même si la fin peut toujours un tout petit peu faire peur, plus on se rapproche de la maladie et d'une certaine façon de la déclinaison, quand on décline, je sais pas si c'est le terme. Oui, je sais pas. Oui. Plus on est, finalement, plus on attend ça, quoi. Oui, et puis en même temps, il y a autre chose quand même qui me passionne, quoi. C'est que la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après? Ouais. Voilà. Ouais. Alors ça c'est passionnant, ça, parce que je me dis, mais attends, on est peut-être dans un monde de simulation. Ouais. Je sais pas si tu connais le jeu des Sims. Oui, bien sûr. Hein, voilà, les Sims, souvent, en fait, on est on a été créé par un étudiant boutonneux, un ado boutonneux, dans sa chambre, et puis des Sims, donc, mais très très évolués. Imaginons, nous, on est capable d'évoluer, de créer un jeu, le jeu des Sims, mais dans 1000 ans, on sera capable de créer quoi comme jeu? Ce seront des êtres qui prendront conscience d'eux-mêmes. Donc c'est peut-être nous. Là. Ah oui, tu parlais de Sims, et en fait, je prends la racine, les 3 premières lettres, un simulacre peut-être. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. ah oui. Bah, ça vient de là, tiens, peut-être. Alors, tu as peur de la mort quand tu es bien portant, et tu en as eu moins peur quand tu étais en souffrance et quand tu as frôlé la mort. Oui, et en même temps, j'ai hâte de mourir pour voir ce qu'il y aura après. Et en même temps, j'ai peur parce que je me dis, merde, s'il n'y a rien, c'est chiant. Hein. Je pense pas que tu seras conscient pour arriver à cette conclusion. Eh ben, justement, t'en sais rien. T'en sais rien, mais s'il n'y a rien, tu ne pourras rien dire. Et voilà, et c'est ça. Alors, ouais, ça, c'est... Ta bulle humoristique sera une bonne fois pour toutes éclatée. Alors, et c'est ça, terminé. Donc actuellement, tu as peur de la mort. Est-ce que tu as peur de la vie? Tu as partiellement répondu à cette question durant cette interview, je te la repose. Est-ce que tu as peur de la vie maintenant, au moment où on parle, et ce soir, quand tu feras un bisou à ton fils? Oui, alors, quand je suis un bon con, un bon abruti, j'ai pas peur de la vie. J'ai pas peur, je suis heureux de vivre, je suis bien. Par contre, quand je commence à prendre conscience de la souffrance de toute l'humanité, de tous les êtres sensibles qui vivent sur cette terre, quand j'en prends conscience, c'est-à-dire que j'entends les cris de détresse des animaux, des enfants, etc., mais c'est terrible. Et là, j'ai pas envie de vivre. Hein. Là, j'ai peur de la vie. Là, hein. Vraiment, j'en ai peur. Ta réponse n'amène pas forcément cela, mais je te pose quand même la question, elle me vient comme ça à brûle-pourpoint. Est-ce que ça sous-tendrait que tu es végétarien, voire végétalien, au regard de la souffrance, regard de la souffrance animale? Oui, non, je sais pas, je devrais l'être en fait. Est-ce que donc tu te penses incohérent ou pas? Oui, tout à fait incohérent. C'est pas incohérent, c'est inconscient. Inconscient du mal que je fais aux animaux en fait. Et toi, parce que c'est vrai que je ne supporte pas la souffrance animale, et pourtant je mange de la viande, quoi. Mais comme plein de gens, c'est-à-dire quand j'en parle avec des amis qui comprennent ma cause, parce que je suis végétarien, j'ai été végétalien. Mon ami Moon qui m'a fait te découvrir est proche du végétalisme. Ah oui. On est peut-être un peu plus conscient parce que tu parles de conscience, mais c'est vrai que quand j'en parle avec des gens qui sont très sensibles à la cause animale, qui sont soit sensibles, soit hypersensibles, soit dans la sensiblerie. La sensiblerie, c'est un peu plus négatif quand même. Oui. Finalement, ils mangent leur steak et ils boivent leur verre de sang sans grand souci finalement. C'est ça, et ça c'est ma contradiction, mon incohérence en fait, ma bêtise, hein, et que je dénoncerai dans une vidéo, tu vois. Je vais faire une vidéo là-dessus. Le bon con, tu sais, qui pleure devant... tu sais. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Est-ce que c'est condamnable? Au moins, tu en as conscience à nouveau. Tu as ce cerveau qui te permet de te remettre en question par rapport à ça. Oui, mais c'est trop facile ce que je fais, hein. C'est trop facile. Tu comprends? Parce que moi je dis oui, je comprends, mais bon, je suis incohérent, ça va, c'est facile. Là, c'est une vidéo, hein. Je te dis franchement, je vais me foutre de ma gueule, là, tu vois. Je te rassure, le végétarisme n'est pas très compliqué, le végétalisme l'est un tout petit peu plus, mais ça n'est jamais vraiment compliqué. C'est juste, encore une fois, puisque tu parles depuis 1h20 du retour à la nature, le végétarisme et le végétalisme ne sont que des retours à la base mathématique et à la nature, en fait. Oui.
Mais c'est intéressant, tu vois, la discussion qu'on a, parce que moi, là, je vais me remettre en question. Et mon frère Raphaël, lui, il est végétarien, lui. Hein. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que il faut que je sois en fait en cohérence avec qui je suis, quoi. Voilà. Hein. Oui, c'est vrai ça. Non, moi, je suis pas du tout un dogmatique, mais imagine, vu que tu regardes toujours 10 ans vers l'avenir, peut-être que tu tendrais à le devenir et ce sera ta décision, nourrie d'une discussion et surtout de ta propre volonté. Oui. Je suis beaucoup plus misanthrope que toi et Ouais. c'est dur à dire parce qu'on passe toujours finalement quand on l'énonce haut et fort, on passe toujours pour quelqu'un de très précieux, mais moi je valide l'élite. Mais je te parle pas de l'élite politique qui est dans le mensonge. Oui. Je valide le cerveau et ceux qui s'en servent en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. Oui, c'est du Nietzsche, hein, oui. Oui. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Et sauf que, disons que moi, me concernant, tous les gens qui sont autour de moi, si tu veux, je n'ai pas à les mépriser parce que c'est moi. Tu sais bien, ma conception de Dieu, c'est que nous sommes tous le cerveau de l'univers. Donc, si je méprise l'autre, ça veut dire que je me méprise moi-même. Donc, ce que je dois faire, c'est essayer d'amener l'autre à s'élever. C'est ça qui est très très important. C'est pour ça que j'en veux aux médias. Parce que au lieu, ils ont la télévision, c'est ma dernière vidéo. Ils ont une télévision, il y a la télévision, l'invention de la télévision, des médias, etc., qui pourraient être utiles pour élever le peuple, mais non, ils l'abrutissent. Voilà, c'est la vidéo dont je te parlais il y a une petite une demi-heure. Celle-là, oui. Ouais, ta vidéo sur l'abrutissement des gens alors qu'on devrait élever les gens. Eh ouais. Mais c'est plus qu'un crime, ça, tu te rends compte ? Ouais. Et pour en revenir à la souffrance avec un grand S, en fait, à partir du moment où on est conscient de la souffrance des enfants, c'est-à-dire Maria est multiple, et tous les animaux, est-ce que tu as lu ce bouquin qui s'appelle Éternel Treblinka ? Non. Qui est un livre, en fait, qui est un peu à l'origine, on va dire, de la cause animale, qui stipule que chaque jour, et ça va peut-être encore une fois te rendre un peu plus en souffrance ou t'empêcher de dormir, ou alors on va dire décaler ton endormissement de 10 minutes, c'est qu'au moment où toi et moi on parle, il y a eu des camps de concentration, il y a eu des camps d'extermination qui se sont arrêtés, on va dire, de manière officielle, même si l'esclavage est encore de mise, a priori, il n'y a plus de chambre à gaz, il n'y a plus d'extinction automatisée de l'humanité. Il y a tout de même, entre maintenant, c'est-à-dire en l'espace de 2-3 secondes, des centaines d'animaux qui meurent chaque seconde et des milliards par an, d'où le terme d'éternel Treblinka, c'est-à-dire les animaux sont condamnés à mourir de manière permanente, mais par contre ces camps d'extermination-là sont complètement validés par le système. C'est ça, oui. C'est terrible ça, c'est terrible. Oui. Donc ça, tu y penses souvent ou tu n'y penses jamais ? Ah si, non, je n'y pense pas souvent, j'y pense de temps en temps. Encore là dernièrement, c'était hier, je pensais aux chiens mangés par les Chinois là, qui sont dépecés vivants. C'est un truc terrible. C'est un truc terrible, oui. Et surtout, moi, ce qui me fait mal, si tu veux, c'est que ce sont des êtres qui souffrent, mais qui sont sans défense et que l'on ne défend pas. Il y a des défenseurs des animaux quand même. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Tu le sais. Oui. Ah oui, non, l'une de mes meilleures amies est une vraie défenseuse de la cause animale. Il y en a de plus en plus quand même. Mais c'est la masse qui l'emporte. Et la masse consomme de la viande d'une certaine façon. Oui, mais là, tu vois, c'est très bien nos discussions là, c'est vrai. Alors toi, tu m'apprends beaucoup par tes vidéos. Si éventuellement le livre Éternel Treblinka ou l'Éternel Treblinka peut te parler, et éventuellement, ce sera l'occasion d'un autre échange par email cette fois-ci. Une dernière question. Est-ce que tu aurais une question à me poser ? Alors... Me parle pas de mathématiques parce que cosinus, je m'en fous. Ah oui, t'as raison. Non, pas particulièrement. Tu sais, je suis pas un communicant, moi. Je sais pas.
Une question à te poser sur toi. Ou pas. Ouais ou pas non, je sais pas. Non. On arrive quasiment à 1h25 minutes. Oh là là, une Voilà. heure et demie, quoi. 1h30. J'en ai fini avec mes questions. Bah, c'est Ouais, tu super. sais, je reviens un petit peu pour l'humanité, là. Ouais. Moi, ce que j'aime, en fait, finalement, c'est les enfants. Tu dis que tu n'aimes pas l'humanité. Moi, j'aime les enfants jusqu'à 4-5 ans, parce que 5-6 ans, et les animaux. Voilà. Tu vois ? Parce qu'ils sont, parce que ce sont des êtres qui sont sans défense. Après, les adultes, je m'en fous un peu. Hein. Bon, ils peuvent mourir, ça me gêne pas. Hein. Voilà. Alors, t'as une question que je pourrais te poser. Ils sont sans défense, mais surtout, ils sont purs. Oui, c'est ça, innocent. Ouais, innocents. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on perd quand on commence à devenir adulte et conscient. Voilà, c'est ça. Par rapport à la question, t'es pas obligé d'en avoir, hein. Bah oui, je sais pas, voilà. Non, là, tu me... Et c'est pour ça que moi, là, je veux dire, je n'ai strictement rien à perdre. Déjà avant, j'avais rien à perdre. Alors, je vais te dire une chose. Moi, je ne suis pas riche. Pour moi, c'est une force. C'est comme mon frère Raphaël. Raphaël, lui, il n'a pas d'argent. Hein. Donc, tranquille, il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a rien, tu comprends. Ouais. Toi, je ne sais pas comment tu vis, mais si tu, à partir du moment où on a un petit peu d'argent, on a peur. On a peur de le perdre. Moi, je gagne 800 € par mois et j'en dépense 800 par mois. Je suis pour la dérégulation et je suis pour la déséconomie intégrale. Oh là là, ah bah c'est nul. Écoute, tu es à 800 € par mois ? Voilà, d'accord. Moi, je suis à 850 à peu près. Voilà. Ouais. Et pourtant, ton nom de famille très noble n'est pas à l'image des nobles avec une particule. Voilà, c'est ça. Ça, c'est aussi assez magnifique. Emmanuel de Macron te remercie pour cette interview. Mais moi, tu sais, concernant Macron, etc., peu importe, je m'en fous parce que tu sais bien que tous les présidents successifs sont toujours critiqués. Hein. Bon, c'est toujours une succession de pouvoir. Ils sont élus et toujours critiqués après, systématiquement. Alors la politique, moi, c'est bon. Hein. Bon, bah c'est cool, c'est fini. Oui. D'accord. À bientôt alors. À bientôt, merci beaucoup Xavier, on se tient au courant, à plus tard. Ouais, je te remercie beaucoup. Allez, c'est moi salut. qui te remercie, à bientôt, au revoir.